Je crois que ça marche, ça y est. Bonjour à toutes et à tous, je crois qu'on va pouvoir commencer, il est 16 heures. Merci d'avoir accepté de participer à cette carte blanche de la revue Regard, dont je vais faire passer un numéro, parce que le dernier numéro de la revue Regard porte précisément sur le sujet avec cette question qui peut paraître un peu étrange, mais vous allez voir, on va parler de bien des choses et des sujets peut-être moins attendus que le titre ne peut le laisser entendre. Nous parlerons de ce que recouvre l'idée même de puissance, de ce que la puissance fait aux États et à la France, de ce que la domination aussi masculine peut faire à la puissance même du pouvoir. Et pour en parler, je remercie à nos trois invités, trois hommes et femmes puissants, puissantes peut-être, nous le diront-ils. Aurore Laluc, tu es eurodéputée de Place Publique, économiste aussi. Michael Fossel, philosophe, professeur à Polytechnique et spécialiste en particulier d'Emmanuel Kant et de Paul Ricoeur. Roger Martelly, historien, spécialiste notamment du communisme et directeur de la revue Regard. Très belle revue que je vais vous faire passer. Et moi, je ne me suis pas présenté, pardon, je suis Pierre Jacquemin. Je la fais circuler, comme ça vous, vous en aurez un aperçu. La revue Regard, qui a donc cette carte blanche pour ce débat. Donc c'est un débat qu'on va essayer de rendre un peu dynamique parce que bon, je vais évidemment laisser la parole à nos trois invités que je remercie à nouveau et puis je vous passerai la parole pour que vous puissiez poser les questions que vous souhaitez poser. Mais d'abord, avant de revenir sur le thème même du débat, la France doit-elle nécessairement être une puissance? J'avais envie de vous poser à tous les trois une question et je vais vous donner allez, 4 minutes pour y répondre. Et je vais commencer par toi, Aurore. Vous allez me dire, on n'est pas forcément au cœur du débat parce que c'est de la France dont il est question et on va s'interroger évidemment tout au long de ce débat si la France doit être une puissance, si les États peut-être même doivent-ils être une puissance et quelle puissance, c'est de ça dont on va parler, mais j'avais envie de vous interroger tous les trois sur cette question. Aurore, est-ce que tu es une femme puissante? Et surtout, qu'est-ce que l'idée même de puissance t'évoque? Alors, en fait, moi, je me suis dit, je vais dans un débat, je ne sais pas trop encore ce que je vais dire, mais pour une fois, je ne serai pas avec des économistes, donc ce sera, j'avoue, je fais une petite pique à ma profession, mais c'est aussi une autocritique. Je vais entendre des choses vachement plus intéressantes, et je pourrais rebondir. Et en fait, non, tu me fais le coup totalement inverse. Euh, Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas ce que ça veut dire être une femme puissante. C'est marrant, c'est drôle parce que cette année, figure-toi qu'il y a eu beaucoup d'exposés de lycéens sur le sujet et que régulièrement on m'a interviewé sur le sujet qu'est-ce que c'est que d'être une femme puissante. Et j'ai une réponse que très personnelle à faire et qui est celle de ma grand-mère. Voilà, qui était femme de ménage dans les Ardennes et qui pensait très librement, je trouve, par rapport au milieu auquel elle appartenait. Donc pour moi, être une femme puissante, c'est ça finalement, c'est réussir à être libre dans un monde où on essaye de faire en sorte qu'on ne le soit pas totalement. Voilà, ce serait juste la définition que j'aurais d'être une femme puissante. Je sais que c'est très à la mode en ce moment comme terme, mais les femmes puissantes qui sont considérées comme puissantes, je ne sais pas si je les trouve puissantes. Voilà, tout simplement. La puissance en politique, ou en général, je serais contente d'écouter des philosophes et des historiens sur le sujet. Pour moi, ça évoque des clichés, à vrai dire, assez virilistes. C'est vrai. Il y a un côté, euh, dans le débat actuel, quand j'entends parler d'autorité, quand j'entends parler, j'avoue, de république, quand j'entends parler de souveraineté, tout ça, pour moi, c'est justement un certain cliché viriliste de la puissance, alors que je trouve que finalement, il y a des politiques beaucoup plus audacieuses qui sont menées notamment souvent par des femmes, et je pense à la Nouvelle-Zélande par exemple, qui me semble justement, parce qu'elles sont libres et qu'elles sont audacieuses et qu'elles sont nouvelles et qu'elles sont différentes et qu'elles ne prennent pas les codes d'une espèce de puissance qui est en fait plutôt une faiblesse à mon sens, sont justement plutôt intéressantes. Voilà. Pour moi, être fort, c'est accepter d'être faible. Enfin, c'est des clichés, hein, je t'enfile des perles, je suis désolée, mais c'est vraiment tout ça. Tout ça, c'est des clichés, mais c'est pour ça que j'aimerais entendre des philosophes, des historiens sur le sujet. Mais en tout cas, être une femme en politique, effectivement, c'est pas forcément toujours simple. Heureusement, quand je suis au Parlement européen pour le coup, parce que ça me protège. Je pense que au niveau du Parlement européen, on a beaucoup moins de problèmes avec justement les clichés masculins de la puissance.
et qui fait qu'en tant que femme politique, être au Parlement européen, ouais, c'est beaucoup plus simple que d'être au Parlement français, à mon avis. Merci Aurore, et je ne doute pas, et je sais que de toute façon, quand on rentrera dans le vif du sujet, que la question de la puissance et même de l'impuissance, parfois aussi des institutions, sont au cœur de ta réflexion et de ton quotidien de parlementaire et d'observatrice aussi. Mickaël, toi tu écris dans Regard, là, qui circule justement, que la puissance, c'est d'abord la capacité d'un individu, d'un collectif, à finalement produire des effets. Ce qui n'apparaît pas d'ailleurs nécessairement comme quelque chose de négatif. Alors peut-être tu nous diras que c'est pas ce que tu as voulu dire, mais est-ce que la puissance, telle que tu la perçois, telle que tu l'entends, ça n'est pas avant tout justement dominer et avoir un exercice de domination sur l'autre? Et est-ce que toi-même tu te revendiquerais de par ton statut de philosophe comme un homme puissant? Après les femmes puissantes, les hommes puissants. Merci. Non, effectivement, le concept de puissance n'est pas du tout négatif pour moi, mais souvent il est perçu négativement parce qu'on le confond avec le concept de pouvoir. Et autant le pouvoir a une dimension asymétrique, l'exercice du pouvoir suppose en principe la subordination disons, du commandement à l'ordre, enfin des commandés à l'ordre, pardon. Autant la puissance se distingue. Alors évidemment, c'est des notions qui dépendent à chaque fois de la définition qu'on en donne. Hein. Enfin, ça, c'est le travail philosophique dans son caractère un peu scolaire. Mais je dirais que le pouvoir, bon, il se partage dans le meilleur des cas, hein, la séparation des pouvoirs, mais quand on partage le pouvoir, nécessairement la partie du pouvoir va être inférieure à la totalité. Hein. Bon. Alors que la puissance, elle peut s'augmenter en étant partagée. Je veux dire par là très concrètement que, puisque tu demandais est-ce que je suis un homme puissant, comme homme, comme individu, je veux dire je ne suis pas puissant. Comme individu avec un corps limité, un esprit limité, une intimité limitée, je ne suis pas puissant, ça veut dire je suis assujetti à des causes extérieures dont je ne décide pas, le vieillissement, le réchauffement climatique, la température, le virus. Bon. En revanche, en tant que je suis membre, comme tout le monde, de collectifs affectifs, politiques, amoureux, amicaux, alors là, je me sens plus puissant, effectivement, au sens où, et c'est pour ça que la puissance, pour moi, est un concept central politiquement et pour la gauche, la puissance, elle s'augmente en étant partagée, et on le voit bien dans la dimension qui est si difficile aujourd'hui à retrouver, du collectif dans son horizontalité, et pas seulement dans la dimension, je dirais, verticale du pouvoir. Le pouvoir, souvent, aujourd'hui, quand on parle par exemple de crise de la représentation, c'est un pouvoir qui s'est déconnecté des puissances sociales. C'est un pouvoir qui s'est autonomisé des puissances sociales, que ce soit au niveau des élus ou au niveau de l'administration, c'est-à-dire qu'il ne s'appuie plus sur ce qui, dans la société, est déjà organisé ou en voie d'organisation au niveau associatif, au niveau collectif et au niveau, je dirais, de la vie même, la vie ordinaire. Merci Mickaël. Même exercice, Roger, est-ce que tu es un homme puissant et surtout, qu'est-ce qui fait puissance et où est la puissance? Voilà une question. Un homme puissant, j'ai jamais eu cette impression de l'être. Mais j'allais dire, je m'en fous pour une raison toute simple, c'est pour moi, il en est de la puissance comme de certaines autres notions, comme celle de l'identité et à la limite celle de la souveraineté. Je ne suis pas pour faire la police des mots, mais je dirais qu'a priori, je me méfie de l'usage des mots, et en particulier de celui de puissance. Parce que je pense que la puissance est en fait, d'une certaine manière aujourd'hui, le masque d'une certaine impuissance. Je m'explique. Je pense qu'on est dans un monde qui est un monde difficile, dans lequel s'accumulent des inégalités, des déficits démocratiques, des angoisses qui montent un peu partout. Et le problème est que on a perdu des points de repère qui semblaient créer de l'ordre dans le désordre. On a perdu l'équilibre des puissances d'autrefois, on a perdu l'équilibre des deux puissances de la guerre froide, on n'a pas d'instrument de régulation internationale. Donc, à partir de là, le sens commun, dans ce grand désordre, il n'y a pas d'autre solution que de se protéger de ce qui est dangereux, de ce qui est inégal, de ce qui est explosif. Il faut se protéger, et la protection passe par de la clôture d'un côté et passe par de l'accumulation de puissance de l'autre. Pour pouvoir se protéger, il faut être puissant. Et moi, je pense que c'est un leurre, que c'est un piège,
que c'est un piège parce que ça n'est pas sur la base de l'accumulation de la puissance et du conflit des puissances que l'on fera face aux problèmes de notre monde, et que c'est au contraire sur la base du partage et donc plutôt à un moment donné du constat de la faiblesse. Seuls, nous ne pouvons pas faire face. Et nous ne pouvons pas faire face dans la concurrence de chacun contre tous. Et donc, il n'y a pas d'autre solution que de la mise en commun, qui suppose à un moment donné la recherche de l'équilibre et pas des rapports de force, qui suppose à un moment donné justement que des individus prennent conscience qu'ils peuvent, mais qu'ils peuvent à condition qu'ils soient capables d'articuler leur puissance avec la puissance de celle de tous les autres. Et que c'est cette mise en commun qui permettra d'avancer et de régler des problèmes qui sont des problèmes angoissants, comme on le sait, puisqu'aujourd'hui, ils peuvent même mettre en question, sous une forme ou sous une autre, la survie même de l'humanité. Merci à tous les trois d'avoir respecté le temps de parole très court pour cette première question et ce premier tour de table. Aurore, je vais revenir vers toi parce que, avant de peut-être rentrer sur la question centrale qui est la France doit-elle être une puissance, j'avais envie de t'interroger sur les conditions de la puissance. Avec un débat très actuel qui est celui de peut-être d'une forme d'impuissance qui a été, on l'a vu lors des dernières élections, la désaffection des urnes. Est-ce qu'elle n'est pas liée à cette croyance finalement que l'État n'est plus la puissance ou n'est plus le lieu de la puissance, que les politiques ne sont plus ceux qu'on peut identifier comme les puissants, que la puissance est ailleurs? Toi qui sièges au Parlement européen, est-ce que le Parlement européen, par exemple, incarne le lieu de la puissance? J'aimerais. Malheureusement, non. Et c'est marrant parce que en fait, je vais rebondir sur ce qu'a dit Mickaël. Moi, j'avais pas fait cette distinction entre puissance et pouvoir parce que justement, moi, j'aime bien l'idée de pouvoir. Et alors, c'est pas du tout dans l'idée d'avoir du pouvoir pour avoir du pouvoir. Petite personnelle, ça m'intéresse pas. C'est plutôt dans l'idée de pouvoir faire. Et j'en viens à ma grande frustration au Parlement européen, c'est qu'on n'a pas du pouvoir législatif surtout, justement. Et en tant qu'élu, c'est extrêmement frustrant parce qu'on est élu avec un mandat. On se bat pour que ce mandat soit respecté. Et il y a un moment, on a envie d'avoir plus d'impact, de pouvoir faire, justement. Mais je réfléchirai à cette différence entre puissance et pouvoir. C'est vrai qu'on a mis, sur la question que tu poses, c'est vrai qu'on a, moi je trouve que ces dernières années, il y a une espèce de mise en scène de l'impuissance des pouvoirs publics. Voilà. On parle de la puissance. Et on a eu un débat ce matin, justement, où quelqu'un nous demandait, sur la dette publique, et quelqu'un nous disait, est-ce qu'à un moment, les politiques peuvent avoir du pouvoir, finalement, sur la finance, etc. Et est-ce qu'ils ont le pouvoir de faire? Et moi, je suis persuadée que oui, les politiques ont parfaitement le pouvoir de faire. Mais qu'il y a eu une sorte de mise en scène pendant des années de l'impuissance, qui est liée soit à des politiques qui n'étaient pas totalement assumées, c'est-à-dire qu'en gros, ça arrangeait certains de dire que on aimerait bien faire un certain type de politique, mais qu'on ne peut pas parce que la mondialisation, c'est compliqué, tout ça, et les entreprises, machin truc. Et de l'autre côté, il y avait cette espèce, effectivement, de révolution néolibérale qui a mis, je trouve, notamment une partie de la gauche, il faut le dire, en espèce de position un peu comme ça, pétrifiée, un peu comme une biche devant les phares d'une voiture, et qui a cru, je pense, à un certain nombre de récits économiques qui en fait étaient sincèrement totalement, totalement faux et des fake news. Et donc on a mis en scène, je trouve, oui, l'impuissance de l'État à pouvoir réguler la banque et la finance, l'impuissance de l'État à pouvoir dire non, il y a des accords de libre-échange, ça sert strictement à rien de les signer et qu'il faut arrêter de faire peur à tout le monde, parce que si jamais on est en retard dans le processus de mondialisation, ça va être la fin du monde au niveau français. Bref, il y avait tout un nombre, je trouve, de soucis comme ça, et qui peuvent, in fine, à terme, mener, je ne sais pas si c'est la raison, mais c'est peut-être une des raisons qui fait qu'à un moment, il y a une désaffection du politique. Parce qu'à force de dire qu'on ne peut pas, quoi bon voter? Enfin, franchement, ça sert strictement à rien, autant partir le week-end, effectivement. Donc oui, je ne sais pas quelle est ma position sur la question de la puissance, mais je sais que oui, on a eu un sujet qui a été la mise en scène de l'impuissance, et finalement, on le repaye aujourd'hui, je trouve, parce qu'on a tout un discours, même sur une partie de la gauche, je trouve,
oui, qui est très dans la volonté de dire il nous faut de la souveraineté, etc., etc. Et on n'a pas forcément, à mon avis, besoin de parler de souveraineté si on veut faire. On peut faire, en fait, avec de la volonté politique. Il y a strictement rien qui nous oblige à faire, par exemple, ce que la Fédération française des banques nous demande de faire. Moi, c'est toujours un truc qui me fait rire. Quand on parle des lobbies, je suis absolument navrée, mais ils viennent dans ton bureau au Parlement européen et vous disent, ah, vous comprenez, Madame Laluc, c'est vraiment compliqué notre situation. Et là, tu fais, ah oui, ah bon, expliquez-moi. Ils t'expliquent, ils disent, est-ce que vous pourriez plutôt faire ça, 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 ça. Bah, tu leur dis, merci, je vais réfléchir, et puis tu le fais pas. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus un truc de dingue de pouvoir se contrecarrer la finance. Ça peut être des pressions très désagréables par moment, c'est sûr. Ça a des effets aussi, mais c'est totalement possible. Donc en fait, on peut faire, on peut être puissant, et il faut qu'on effectivement sorte de cette mise en scène de l'impuissance politique et qu'on revienne à des choses juste normales, à mon avis. Merci Aurore. Roger, toi tu as une connaissance historique aussi de ce qu'a été la puissance de la France, évidemment la puissance coloniale, puis la puissance industrielle aujourd'hui. De quelle puissance la France peut-elle se réclamer? De quelle puissance la France peut-elle se réclamer? Elle a été ce qu'on a appelé une puissance. Elle a même été une très grande puissance, puisqu'elle était à la tête d'un des deux grands empires coloniaux qui se sont partagés la planète. Oui, mais à quel prix? Cette puissance a été payée chèrement. Elle a été payée chèrement, on le sait, parce que du jeu des puissances et de l'affirmation de la puissance et d'une puissance grandissante, d'une puissance qui devient une puissance impériale adossée sur un empire colonial, nous avons débouché sur, en réalité, deux guerres mondiales. Et la France est passée du statut de grande puissance au statut, comme on dit parfois, de puissance moyenne ou de puissance seconde. Donc certes, la France a été une puissance, voire une grande puissance. Qu'a-t-elle fait de cette puissance? Et au bout du compte, qu'en est-il resté? Mais moi, je pense que, justement, la grande question, c'est de se sortir de cette question-là. C'est de se sortir de cette question-là, parce que, certes, j'entends ce que dit Michael sur puissance-pouvoir, même si moi aussi, je demanderais à réfléchir. Mais il y a un usage, j'allais dire, qui n'est pas un usage philosophique, mais qui est un usage, j'allais dire, immédiat, considéré comme de bon sens, de la puissance. La puissance, c'est associé, c'est avoir plus de ressources, avoir plus de pouvoir, de puissance, de force militaire, etc. C'est-à-dire que la notion de puissance n'est pas séparée de celle de concurrence et de rapport des forces. Et encore une fois, je pense que c'est une fausse piste. Cette piste a conduit, en définitive, à un cataclysme, par exemple, au début du XXe siècle, et je pense que les conditions peuvent s'accumuler aujourd'hui pour qu'on soit dans une situation analogue. Parce qu'au fond, si on regarde ce qui s'est passé, j'allais dire depuis 1945, à partir de 1945, après l'expérience de deux guerres mondiales, on a eu d'un côté la tentative de construction de structures qui étaient des structures transnationales, mais en pratique, c'est l'équilibre entre deux grandes puissances qui servaient de grands régulateurs planétaires. Le problème aujourd'hui, c'est que tout ça a disparu. Il n'y a évidemment plus de grandes puissances. On ne va pas, j'allais dire, regretter le beau passé, parce que ça n'était pas un passé extrêmement stimulant, et il n'y a plus de structure de régulation à l'échelle planétaire, l'ONU est en recul, etc. Ce qui reste donc, c'est à un moment donné le retour au simple jeu des puissances. Et on a l'impression que dans ce monde-là, il n'y a pas d'autre solution que de se doter des forces économiques et matérielles qui permettent de jouer un rôle important dans la grande concurrence des forces, la grande concurrence des puissances. Et moi, je pense encore une fois que c'est illusoire et que c'est dangereux. Et donc, il faut reprendre, à mon sens, les questions d'une autre manière. D'abord, première question, c'est les désordres de la mondialisation
nourrissent aujourd'hui l'idée qu'il faut se sortir de la mondialisation par le recours à des régulations de type national, c'est-à-dire en revenir à de la protection nationale. Et moi, je pense que si la mondialisation capitaliste et financière a détruit, a perturbé le fonctionnement, j'allais dire, l'interaction des sociétés, il y a aujourd'hui de l'interdépendance et que cette interdépendance est structurante. Et que s'il faut combattre la mondialisation capitaliste, il faut assumer la mondialité. Or, si on assume la mondialité, ça signifie que chaque État, chaque nation doit être souveraine, mais que cette souveraineté est limitée par la souveraineté de toutes les autres. Et que donc, de ce fait, ça suppose à un moment donné qu'il y ait du partage et pas de la concurrence. Et donc pas de l'affrontement des puissants, mais du partage. Et à l'échelle, j'allais dire, intérieure, si on me dit c'est quoi la base de la puissance, mais pour moi la base de la puissance, c'est la capacité des individus qui composent un État à pouvoir à un moment donné être considérés à part égale comme étant d'égale dignité et d'avoir la possibilité à part égale de participer à la définition des choix. La vraie puissance, c'est la démocratie, au fond. C'est la démocratie. Et ce dont souffre la France, à mon sens, ce n'est pas de n'être pas assez puissance, c'est de ne pas être assez démocratique au plein sens du terme. Bien entendu, démocratique au sens de la République, démocratique, sociale et universelle, puisqu'on est au 150e anniversaire de la Commune, autant se rappeler de cela, c'est-à-dire cette capacité à penser la démocratie comme une construction globale, à la fois économique, sociale, culturelle, politique, et que c'est là que se situe la clé du dynamisme des sociétés. Si chaque individu ne prend pas conscience qu'il peut, qu'il a ou du pouvoir ou de la puissance, mais qu'il peut à condition qu'il sache être en même temps autonome et solidaire. Et cela, c'est vrai à l'échelle de chaque société pour les individus qui peuvent, mais à condition de ne pas se penser dans la concurrence et la solitude, mais c'est vrai à l'échelle internationale. Pour affronter la mondialité, il ne faut pas de l'accumulation des puissances, il faut de l'accumulation, du partage, de la mise en commun et du sens, à un moment donné, de l'intérêt général de l'humanité tout entière. C'est ça, pour moi, être puissant. Tout le reste, c'est du discours, et malheureusement, un discours qui recèle plus de dangers que de potentialités de développement. Merci Roger. On va revenir sur évidemment la question de puissance comme souveraineté, enfin pas comme aussi comme souveraineté finalement, ce que tu viens d'évoquer Roger. Mais tu as dit une chose à laquelle je voulais que Mickaël réagisse. Tu parlais justement de cette France qui était devenue une puissance moyenne, et c'est un peu ce que dit aussi Mickaël, qui parle de puissance de second rang. Mais finalement, ça veut dire quoi? Et surtout, est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de déclin, ou est-ce qu'au contraire, il y a une forme d'avantage à être une puissance moyenne, et de quelle puissance doit-on se revendiquer finalement si on est une puissance moyenne et que c'est pas si grave? Quelle puissance veut-on être, indépendamment de la question démocratique dont on va parler après? Oui, quand on parle des grandes puissances ou qu'on parle de la France comme puissance, on utilise un concept de puissance qui en fait est plutôt géopolitique, et on veut dire la force, richesse et je dirais armement. Alors de ce point de vue-là, il y a des avantages certainement à être une puissance moyenne, comme la France l'est d'ailleurs depuis longtemps. Hein. Peut-être n'a-t-elle pas encore pris conscience, du moins chez ses dirigeants, mais enfin ça fait au moins depuis la fin de la Première Guerre mondiale que la France n'est plus une grande puissance mondiale. Il y a des avantages dans ce sens que je pense à, par exemple, il y a un livre de Mauriac paru dans les années 60 qui était une dithyrambe pour De Gaulle, mais dans lequel malgré tout il faisait à un moment remarquer que c'est tout de même bien que la France soit devenue une puissance moyenne. Là, on est à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, avec un gouvernement ou un président aussi impérialiste ou impérial que a pu l'être à certains moments De Gaulle. Donc, au fond, la question de savoir si c'est bien que la France soit une puissance moyenne, elle dépend, je dirais, de ceux qui nous gouvernent. Bon. Et de ce point de vue-là, le fait que le pouvoir, alors là, je dis bien le pouvoir amenant la démesure, le désir d'excéder nos limites, de franchir toujours, ou de jouer d'ailleurs pour ce qui est de la France, une espèce de partition
historique qui est celle de la gloire, justement du passé. Hein. La France a été pendant quelques siècles la première puissance mondiale, bon, mais c'était il y a longtemps. Cette espèce de décalage entre la réalité française et puis réalité économique, sociale, politique, militaire française et puis l'histoire française, quand on a sa gloire dans son passé, bon, bah, ça explique beaucoup de choses en France, y compris d'ailleurs un certain devenir patrimonial de la France, qui, bon, bah, même en ayant une politique d'accueil des migrants tout à fait lamentable, continue à se revendiquer, je vais dire par la voie gouvernementale, comme le pays des droits de l'homme. Bon. Donc je dirais que de ce point de vue-là, il y a des avantages à être une puissance moyenne, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'on puisse exercer de la politique en faisant abstraction de la question de la force. Je voudrais dire un mot quand même sur la valorisation du mot puissance. C'est pas que je tienne vraiment à cette notion, mais c'est simplement que le mot impuissance, donc son contraire, n'a en revanche jamais de sens positif. Quand on est impuissant, ou quand on est rendu impuissant d'ailleurs, c'est parce qu'on est séparé de ce que l'on peut, et pour des raisons sociales, pour la pauvreté, la subordination des femmes, la domestication d'un certain nombre la racisation, la domestication d'un certain nombre des parties de la population, elle est toujours faite ou constituée sur le modèle de séparer les corps et les esprits de ce qu'ils peuvent. On est rendu impuissant, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, au fond, corporellement, intellectuellement, physiquement, affectivement, donner libre cours, je dirais, à ce que nous pourrions faire dans des conditions sociales autres. Donc, si j'aime bien la puissance, si vous voulez, c'est pas tellement au sens où je suis attaché au mot, c'est au sens où je crois que ce dont nous souffrons beaucoup aujourd'hui, c'est le mot est absolument affreux, mais l'impuissantisation, je le dis, parce que si on dit impuissance, on ontologise, quand on dit il y a des êtres impuissants du fait de leur handicap, du fait de leur genre, du fait de leur situation sociale, mais c'est plutôt qu'ils sont rendus impuissants par des dispositifs institutionnels, par des dispositifs sociaux, par des dispositifs économiques ou de genre, et en particulier, ça se voit, là je rejoins tout à fait ce qu'a dit Roger tout à l'heure, quand on parle aujourd'hui beaucoup, y compris dans la sphère gouvernementale et présidentielle, de l'impuissance démocratique ou de l'impuissance des démocraties. C'est-à-dire le fait que, par différence avec des États autoritaires, dans une démocratie, en principe, c'est plus tellement le cas dans des périodes de continu d'état d'urgence, mais en principe, on délibère, on palabre, on discute, alors que nous sommes tenus à l'urgence, à la décision rapide, etc. Bon. Il y a toute une idéologie, et je le répète, elle est d'autant plus problématique qu'elle est portée par les classes dirigeantes souvent, actuellement du moins, selon laquelle, au fond, la démocratie est impuissante parce qu'inefficace, la démocratie prise un peu radicalement, c'est-à-dire celle de la confrontation d'idées, de la discussion, alors que nous sommes en permanence dans des périodes de crise qui amènent à des exigences en termes d'urgence, de rapidité dans la décision. Et ce discours sur l'impuissance démocratique, porté, je le répète, souvent par les classes dirigeantes, et puis d'ailleurs assumé dans leur politique, je dirais, de dispositifs d'exception, ce discours, il a des effets électoraux. Le sentiment que finalement la démocratie comme telle n'est pas un instrument de puissance, c'est-à-dire qui rend les individus plus puissants, ça finit par créer ce qu'on a vu tout récemment, c'est-à-dire au fond un délaissement démocratique, une abstention massive, qui vient en fait, à mon avis, justement, du sentiment, non pas que la démocratie est impuissante, ce n'est pas la démocratie qui est impuissante dans la mesure où précisément une décision, quand elle est délibérée, quand elle est confrontée, quand elle est négociée, c'est une décision qui va être a priori, qui va produire de l'adhésion. Bon. Ce qui en réalité, à mon avis, est le fait actuel fondamental et qui renvoie à la question de la puissance en France, ou au sentiment d'impuissance français, c'est plutôt l'impuissance non pas de la démocratie mais politique, c'est-à-dire au sens où il y a de plus en plus de difficultés pour un grand nombre d'entre nous, là je parle de manière collective, à trouver un débouché institutionnel et partisan à des exigences politiques qui sont devenues en revanche tout à fait premières, tout à fait existentielles. On a vécu une période, pour prendre un exemple, une période d'1 an maintenant de confinement, déconfinement, couvre-feu, etc., dans lequel au passage d'ailleurs on a fait l'expérience de notre impuissance.
C'est-à-dire que nous étions en permanence soumis à des injonctions, parfois contradictoires d'ailleurs, à des formes aussi de restrictions drastiques des libertés, bon, et à un isolement, une solitude, parce qu'encore une fois, l'impuissance est toujours une figure de la solitude. Être, par exemple, dans l'impossibilité de sortir de chez soi, de voir des gens. Alors, je ne discute pas du contenu maintenant, ou enfin de la légitimité maintenant de ces décisions. Je note quand même qu'en France, elles ont été prises systématiquement par une voie qui est totalement autoritaire, bon, qui en tout cas ne passe pas par le Parlement. Bon. Mais je constate qu'en fait, c'est peut-être aussi une des causes de cette abstention record, c'est que quand on est maintenu dans l'impuissance, l'impossibilité au fond de créer des effets, de produire des effets nouveaux, et ici, disons, par rapport à notre propre corps, par rapport à la possibilité de la maladie, eh bien évidemment, on se détourne des instruments du pouvoir normalement constitués. Je n'opposerai pas non plus totalement pouvoir et puissance, hein, au contraire, plus on a de puissance et plus le pouvoir devient en quelque sorte démocratique, alors on s'abstient, et s'abstenir au fond, enfin, quand l'abstention est de revendication, hein, pas quand elle est d'indifférence totale, l'abstention est plutôt, à mon avis, une demande démocratique, mais qui ne trouve pas de débouché politique et institutionnel. Une demande de participation, une demande, on l'a vu dans les Gilets jaunes aussi, hein, une demande d'investigation du champ politique, mais qui, dans la situation de la France aujourd'hui, n'a pas encore trouvé, je dirais, peut-être pour des raisons fondamentalement institutionnelles d'ailleurs, elle n'a pas trouvé de moyen de s'exprimer autrement que sur le mode de l'indifférence ou parfois du rejet. Sur cette, parce que là, on a orienté quand même le débat beaucoup sur la question démocratique finalement. Aurore, j'avais envie aussi de t'entendre là-dessus. Je t'ai interrogé tout à l'heure pour savoir si tu étais une femme puissante. Évidemment, vous avez sans doute peut-être tous entendu parler de ce podcast qui a été créé par Léa Salamé et qui interroge ce qu'elle prétend être des femmes puissantes. Et j'écoutais celui qu'elle a fait avec Arlette Aguillier sur France Inter, où elle disait que finalement, elle ne se sentait pas puissante. Il n'y avait de puissance finalement que dans le peuple et la puissance ouvrière. C'était là où, c'est ce qui rejoint ce que disait un peu Roger aussi, mais du coup, toi qui es une élue, on peut s'interroger, qu'est devenue cette puissance du peuple, cette puissance citoyenne qui est évoquée depuis les deux dernières interventions? Alors, je voulais juste déjà rebondir sur ce qui a été dit jusqu'à présent. Moi, il y a un truc quand même qui me perturbe, c'est que quand je vous entends parler, la France est une puissance moyenne, etc. Enfin, on a l'impression que la France n'est pas si puissante que ça. Et il faut se rendre compte quand même, enfin, on est la 5e ou 6e puissance économique mondiale. Vous avez vu la taille de notre pays? Enfin, on est un tout petit pays, hein, sincèrement. On a, je sais pas, on doit représenter, on va parler en termes de points de PIB, puisque c'est malheureusement le principal indicateur que nous avons. On fait 3-4% du PIB mondial, on fait même pas 1% de la population mondiale. Je veux dire, on arrive quand même aussi à se persuader qu'on est un pays totalement impuissant, etc. Et quand on regarde en fait notre force de frappe économique et politique, le fait que la France soit au G7, etc., etc., par rapport à la taille de notre pays, je suis désolée, et de sa population, bah, moi, ça ne me donne pas un sentiment on est une petite puissance moyenne. Je trouve qu'on est une puissance qui n'utilise pas assez son pouvoir, à vrai dire. Voilà. Mais au niveau, du moins qui pourrait l'utiliser de manière différente, disons. Et au niveau européen, c'est pareil. La France, elle est puissante au niveau européen. Si l'Allemagne ou la France bloquent, c'est fini. Ce qu'on attend à chaque fois dans les négociations européennes, c'est la position de la France et la position de l'Allemagne. Et c'est nul et c'est horrible. Et je suis entièrement d'accord, il n'y a pas de sujet là-dessus. Voilà, on aimerait tous, enfin, je ne sais pas si on aimerait tous. Moi, j'aimerais une Europe qui fonctionne différemment, où il y a moins de différence entre les grands et les petits pays, ça c'est sûr. Les 10 petits pays, évidemment. Et les 10 grands pays, évidemment. Mais non, la voix de la France politiquement, géopolitiquement, etc. Et je ne dis pas ça pour encenser la France et dire c'est fantastique, c'est génial, etc. C'est pas du tout le propos. Mais c'est une puissance qui compte en fait énormément. Le sujet, à mon avis, c'est qu'elle ne l'utilise pas pleinement. Et on l'a vu, par exemple, pendant les négociations avec la Grèce, au moment de la crise grecque. Au moment de la crise grecque, l'Allemagne était très très présente et parlait d'une voix extrêmement forte et on savait ce qu'elle voulait. La France, elle était beaucoup moins et elle suivait globalement la position allemande. Alors, la position allemande, c'est pas la mienne.
mais je ne la partage pas. Mais au moins, il y avait une position forte, et une position forte qui reposait d'ailleurs sur des institutions démocratiques qui sont le Parlement allemand. Nous, ben voilà. Bon, alors qu'on sait très bien, encore une fois, qu'à chaque fois que la France, au niveau européen, prend une position, ça change le jeu, ça change la donne. On le voit aujourd'hui dans les négociations fiscales, sur la nécessité de mettre en place un taux minimum d'imposition au niveau mondial. La France dit, mais nous, on défend 21% comme les États-Unis à l'extérieur. En off, on n'a pas du tout les mêmes échos. Et on sait que c'est un poids énorme. Et on sait que c'est pour ça qu'on arrive aussi à du 15% de taux minimum de taxation et qu'on n'est pas à 21%. Que si la France disait à l'Allemagne, parce que l'Allemagne n'est pas non plus totalement progressiste sur le sujet, en fait, on va aller sur les 21, et ben ça changerait le jeu. Et on sait aussi qu'elle est capable de nous tirer vers le bas sur certains types d'accords, notamment sur la question de la transparence fiscale des grandes entreprises et sur le dernier accord qui a été signé au niveau européen, où là, la France a tiré vers le bas l'accord. Donc en fait, moi, j'ai toujours du mal avec le côté la France, une espèce de nostalgie du fait qu'à un moment, ça a été une grande puissance. Je suis désolée par rapport à la taille de notre pays. Je trouve qu'on reste une puissance extrêmement importante. Moi, ce qui m'embête, c'est que je trouve qu'on ne l'utilise pas dans le bon sens. Voilà, c'était juste ça. Tu vas rebondir tout de suite. Je voulais juste ajouter que, en fait, effectivement, j'avais prévu d'arriver sur ce terrain-là parce que, non, mais c'est intéressant que du coup, toi-même, tu sois allé sur le terrain économique, d'évoquer le terme de puissance et de l'associer directement à la question économique ou à la question fiscale, et effectivement d'assumer et d'assurer que le fait que la France pèse un poids dans l'Union européenne, pèse face à l'Allemagne, et que donc le mot de puissance n'est pas un repoussoir, que finalement tu assumes même l'idée que la France doit être une puissance. Or la question effectivement que nous on s'interrogeait, c'était la France doit-elle nécessairement être une puissance? Toi tu y réponds par la question économique et par la question des moyens de la France à faire face dans un rapport de force. Et du coup, j'ai vu que Roger ça t'avait fait réagir, mais pour rebondir et dans le sens de ce que veut dire, je pense, Aurore, c'est la politique peut exister finalement sans idée même de puissance, sans discours sur la puissance. Oui, encore une fois, pour l'instant, je reste perplexe sur la surutilisation du terme de la puissance. Mais pour l'instant, donc je réserve mon opinion définitive à des débats ultérieurs. Je reprends en fait la question, la France doit-elle être une puissance? Aurore a raison de dire, mais elle est une puissance. Elle est d'ores et déjà une puissance. La question n'est pas de savoir si elle doit en avoir plus. La question est de savoir qu'est-ce qu'elle fait de cette puissance. Elle a des capacités, mais qu'est-ce qu'elle fait? À certains égards, on peut dire que la France n'a jamais été aussi puissante que quand elle a été à la tête d'un empire, soit à l'échelle européenne pendant une courte période napoléonienne, soit pendant la période où elle était à la tête d'un empire colonial. Mais est-ce là l'idéal? Non. Je pense que si la France, avec les capacités qui sont les siennes, et donc avec ce qu'elle a de puissance, j'allais presque dire au sens brut du terme, c'est-à-dire du pouvoir économique, y compris militaire, politique, etc., c'est qu'est-ce qu'elle doit en faire? Moi, je pense que la France peut assumer le fait non pas d'avoir de la puissance, mais d'avoir de l'influence. Mais de l'influence dans quelle direction? Je pense que la France pourrait, par exemple, avec ses capacités, avoir de l'influence en essayant, au lieu d'apparaître comme bon élève du consensus de Washington ou bon élève des règles budgétaires européennes centrées sur la concurrence libre et non faussée, comme disait le projet de TCE de 2005. Si elle s'attachait à faire la démonstration que ce n'est pas par la croissance des inégalités et des discriminations que l'on crée à un moment donné du développement humain, mais au contraire, dans le sens de l'élévation des capacités de chaque individu à être maître de lui-même. Elle pourrait avoir de l'influence si elle s'attachait à montrer que la démocratie n'est pas fragile, ou on ne guérit pas les difficultés de la démocratie par le principe de la gouvernance, comme on a essayé de le dire à partir de 1975, c'est-à-dire le pouvoir des technocrates, le pouvoir des sachants.
mais en développant une véritable démocratie partagée, une démocratie plus participative, plus incitative, plus directe que représentative, donc en faisant entrer la démocratie dans un nouvel âge. Et elle pourrait au fond être, j'allais dire, influence, justement, à l'échelle internationale, en montrant que depuis quelques années, nous avons vu reculer systématiquement le pouvoir de toutes les instances politiques de régulation existantes. L'ONU est devenue ce que le général de Gaulle appelait à son temps un machin, ce que n'était pas au départ. Il n'y a plus d'instruments politiques de régulation à l'échelle internationale. La France pourrait, d'une certaine manière, être influence si elle s'attachait à revenir de ce point de vue sur cette logique implacable et à redonner du sens à des institutions politiques de décision partagée. Et de ce point de vue, la solution n'est donc pas le repli sur soi-même, le repli national. S'il faut démocratiser les différentes instances, j'allais dire européennes, jusqu'aux instances planétaires. Voilà. Si la France, à un moment donné, doit aspirer à quelque chose à l'échelle internationale, ça n'est pas à fonctionner comme une puissance, mais d'utiliser ses ressources pour permettre d'orienter l'activité collective et l'activité humaine aux différentes échelles autour d'autres normes, d'autres finalités, d'autres méthodes, j'allais dire, pour produire ce qu'on appelle de manière générale le développement humain. Pour moi, c'est dans ce sens-là que la France peut gagner de l'influence, contribuer à un monde apaisé, un monde dans lequel on n'aurait plus cette angoisse justement de éventuellement le cataclysme, la destruction finale. C'est en ce sens qu'elle pourrait reconquérir au fond ce qui a été dans son histoire, ce qu'elle a eu de plus grand. J'allais dire, ce qui était intéressant, ce n'est pas la France de la colonisation, c'est la France des Lumières, c'est la France des révolutions, c'est la France de l'affirmation des droits de l'homme. Mais d'une certaine manière, aujourd'hui, cette fonction pourrait être reconquise par la France. Elle a le pouvoir de le faire, elle a la puissance pour le faire, peu importe le mot. La question, c'est il faut de la volonté politique. Et si on n'en a pas en haut, cette volonté politique, il faut l'imposer par ce qu'on appelle la politique, c'est-à-dire l'exercice, à un moment donné, du débat démocratique dans la société tout entière. Et là, il y a des ressources, il y a de la puissance en acte dans chaque individu et dans chaque collectif qui cherche à prendre en main son destin, à toutes les échelles. Je terminerai au travers de cette idée, je termine juste sur ça, question de souveraineté, parce que ça me tracasse souvent. Souveraineté, on ne la pense que comme souveraineté nationale. Mais non, pour moi, souveraineté, si un adjectif à accoler à souveraineté, ce n'est pas un adjectif territorial, c'est l'adjectif, par exemple, populaire. Et souveraineté populaire, ça ne se pense pas dans un seul niveau territorial. C'est à toutes les échelles de territoire, du bas en haut et du haut en bas, que l'on doit passer la souveraineté. Il doit y avoir, de ce point de vue, une souveraineté nationale, une souveraineté européenne, et d'une certaine manière, il faut aller vers une souveraineté planétaire, c'est-à-dire redonner à l'échelle internationale à la politique ce qui lui revient, c'est-à-dire le pouvoir de décider souverainement et collectivement. Collectivement, ce qui suppose que chaque individu ait à part égale la possibilité de participer à cette construction collective. Merci Roger. Je vais vous passer la parole, mais je vais poser une dernière question à Mickaël. Donc finalement, ce que vient de dire Roger, c'est que c'est moins la question de la puissance que la question de la souveraineté populaire qui doit être posée, et notamment, j'imagine, dans le débat à gauche. Toi, tu dis que les États autoritaires se nourrissent justement de l'impuissance du peuple, d'où, j'imagine, pour toi aussi, cette question démocratique et de la souveraineté populaire est centrale dans ta réflexion. Oui, là, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'a dit Roger sur ce point, parce qu'il faut distinguer, à mon avis, la souveraineté dans son sens, c'est un peu comme le concept de république, qui sont liés, d'ailleurs les deux, dans son sens premier, qui pour moi est le bon, et puis les usages souverainistes de la souveraineté,
qui la renvoie à la nation souverain, ça veut dire celui qui a le pouvoir de décider en dernière instance. Hein. C'est ça la question de la souveraineté. Effectivement, dans une démocratie, a priori, c'est le peuple, c'est l'ensemble des citoyens. Alors après, entre souveraineté et puissance, bon, on ne va pas rentrer dans des considérations philosophiques, mais il y a une différence, c'est que, à mon sens, la souveraineté, c'est la capacité de vouloir, c'est la capacité, c'est la volonté élargie au collectif, au peuple lui-même. Autrement dit, c'est la capacité à faire la loi, pour ce qui concerne une république, là aussi dans le sens non valsien du terme, qui est devenu malheureusement le sens minoritaire. Bon. Et quand on dit république aujourd'hui, on veut dire logique répressive de l'État. Hein. C'est à peu près le sens global et devenu unilatéral du terme. Alors que république, res publica, ça veut dire c'est la chose du public, c'est-à-dire c'est la volonté du peuple qui décide. Mais sur la notion de petitesse de la France, grandeur de la France, bon, on peut être une nation souveraine et une nation tout à fait secondaire du point de vue, ce qui n'est pas le cas de la France, du point de vue des rapports géopolitiques. Et moi, ce qui m'intéresse le plus par rapport aux expériences de puissance et d'impuissance, c'est que ce qui montre, à mon avis, le mieux la différence entre la puissance et la violence, entre la puissance et la force, c'est que la douceur, la fragilité, la vulnérabilité, la non-violence peuvent faire puissance. Et je dirais même que plus un monde est violent, plus un monde est déterminé, je veux dire un système économique, social et politique est déterminé sur les critères de l'efficacité, de la rigueur, la rigueur au sens de la dureté, de la nécessité, je dirais, de produire des effets, cette fois-ci au sens économique, de produire des richesses, et plus il y a des ressources aussi dans, je ne dis pas du tout l'aveu de la fragilité, mais la revendication de la fragilité, la revendication de la vulnérabilité, et d'une certaine manière, on pourrait dire la faiblesse elle-même, hein, si elle n'est pas prise sur un mode, je dirais, péjoratif, peut être aussi une manière, on l'a vu là, c'est des choses très concrètes, bon, pour ce qui est de la non-violence, on l'a vu à l'époque de Gandhi, le fait mais on l'a vu récemment aussi, dans le fait qu'il y a eu, et c'était la bonne époque, si je puis dire, de la période dans laquelle nous sortons, enfin on n'est pas sûr d'en sortir d'ailleurs, il y a eu un moment où la revendication de l'impuissance, alors au sens cette fois-ci de la faiblesse des soignants, on ne peut pas, hein, on n'y arrive pas, mais étant entendu que nous n'y arrivons pas parce que nous sommes ce que nous sommes, nous n'y arrivons pas parce que vous avez fait que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus dans les conditions de l'hôpital telles qu'elles existent aujourd'hui. Eh bien, dans ces conditions-là, et relativement, et pas assez, néanmoins, le pouvoir a dû céder relativement. Autrement dit, il y a aussi, et je crois que c'est particulièrement important dans des sociétés ou dans des situations plutôt qui sont socialement de plus en plus dures au sens fort du terme, il y a aussi un sens à revendiquer la douceur, à revendiquer la fragilité, non pas comme, je dirais, des manières de manifester sa finitude, de manière un peu pathétique, je dirais, mais au contraire, comme une puissance, c'est-à-dire comme quelque chose qui simplement remet en question, je dirais, le primat de l'homme économique, hein, et dans homme économique, il faut aussi entendre homme, c'est-à-dire l'idée que nous sommes toujours des êtres performants, amenés à être dans une concurrence permanente les uns avec les autres, et la revendication de je ne peux pas, où il y a le fameux héros de Bartleby, hein, de Melville, celui qui dit je préférerais ne pas. Hein. Je préférerais ne pas, c'est-à-dire je ne participe pas à ce jeu qui précisément exige de moi un pouvoir, une performance en permanence. Et au fond, ça renvoie à la question de la Boétie, quoi. C'est-à-dire que finalement, le pouvoir n'existe que par la puissance que lui donnent les citoyens. Comme le dit la Boétie, si vous voulez faire une révolution, ben, arrêtez d'agir. Hein. N'exercez plus votre puissance, ne donnez plus votre faculté de travail, n'obéissez plus aux ordres, même pas sur un mode forcément revendicatif, et vous vous rendrez compte, évidemment c'est une hypothèse d'école, mais et vous vous rendrez compte que tout le pouvoir des gouvernants ne dépend que de la puissance que vous lui conférez. Et donc, dans ce pouvoir d'abstention, ce pouvoir de manifester ce qui, dans notre corps ou dans notre manière de penser ou dans nos manières de sentir, ne correspond pas à cette éthique de la performance, alors de la puissance, cette fois-ci entendue au sens péjoratif du terme, de la force, quoi, eh bien, il y a dans ce pouvoir d'abstention aussi un pouvoir positif. Alors, la parole est à vous. Alors, vous étiez en premier, puis derrière, là-bas. Bonjour, je m'appelle Grégory Roussel, je suis militant à la France Insoumise au sein du Livret Constituante pour une 6e République. Je voudrais d'abord commencer par parler de définition, parce que vous nous dites que c'est des concepts philosophiques qui peuvent être un peu complexes, mais moi je me perds un petit peu, j'ai le sentiment que là on parle plus de force que de puissance.
Donc très rapidement, la force est la puissance d'action. La puissance, c'est la capacité de création de liens. Ça, c'est une définition que j'aime beaucoup, qui est donnée par Alain Damasio. La capacité est le volume de pouvoir. Le pouvoir est l'ensemble des possibles. Le possible est l'opportunité consciente. Ensuite, vous avez parlé de l'influence. Je pense que l'influence, c'est le pouvoir d'inspiration consciente. Sur la question de souveraineté populaire, la dernière fois qu'on s'est replié sur nous-mêmes, donc vraiment, on n'était pas dans une logique de puissance internationale. Entre 1789 et 1794, on a absolument débattu sur quelle était notre souveraineté. Eh bien, c'est ce qui nous a donné la plus grande puissance et la plus grande puissance d'inspiration autour de la planète, en l'occurrence une puissance symbolique délirante qu'on utilise encore aujourd'hui, le principe d'universalisme. Il me semble que aujourd'hui, c'est encore le cas. On a pu voir que quand on s'est mis en action avec les Gilets jaunes il y a peu de temps, on a inspiré les autres manifestations partout autour du monde. Donc on a encore une puissance gigantesque. On a vu que les Gilets jaunes étaient portés par ailleurs. Vous avez dû remarquer qu'au sein de la France Insoumise, on vient de rentrer dans une nouvelle séquence internationaliste là, avec le concept de député du peuple humain. Donc on va réapporter cet universalisme-là, qui est un universalisme à la base adapté à la souveraineté du peuple au sein de son pays, et avec nos amis en Amérique du Sud ou un peu partout. On va essayer de réavoir ce débat-là sur la souveraineté du peuple vis-à-vis des communs, sa capacité de création de liens sur tous les communs pour créer de l'inspiration. Donc, est-ce que la France est toujours une puissance? Je pense que comme on est héritier de cette invention de la souveraineté populaire et de l'universalisme, oui, absolument. Merci beaucoup pour vos interventions et bonjour. Si j'ai bien compris et si je reformule la question, la France, au final, ne devrait-elle pas faire puissance plutôt qu'être une puissance, si j'ai bien compris tout ce que vous avez dit? Et puis, vous avez essuyé un petit peu la question de l'incarnation de la puissance. Je pense que ça peut être un point à creuser, puisqu'on voit que voilà, il y a une crise de la représentativité par rapport à nos figures puissantes. Et dans ce cas-là, peut-être qu'une des voies, ce serait questionner cette incarnation de la puissance, puisqu'elle porte des valeurs ensuite qui seront plus ou moins acceptées, puisque aujourd'hui on voit que la puissance fait autorité. Et je rejoins un petit peu les paroles de Michael Fussell par rapport aux mots de fragilité et par rapport à la puissance. Voilà, merci. Oui, bonjour et merci. Vous m'entendez? Bon. C'est drôle parce que le calendrier fait qu'en même temps que ce débat ici, il y a les initiatives citoyennes sont-elles, comment dire, une solution à la crise démocratique? Et je trouve que, enfin, il y a un contraste quand même énorme entre le sujet de l'autre débat et ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire qu'on a très peu parlé des initiatives citoyennes, des citoyens et du peuple, finalement. Enfin, du peuple, qu'est-ce que c'est que le peuple? Des gens qui se soulèvent et qui agissent. Parce que entre la puissance coloniale et la puissance de la Révolution française, ce n'est pas du tout la même chose. La Révolution française, c'est un ensemble de personnes qui se soulèvent. Tandis que la puissance coloniale, qui a pris la décision? Est-ce que les citoyens sont derrière la volonté de cette puissance-là? Voilà, donc moi je trouve que on n'a pas tout à fait assez incarné ici, dans le débat, le fait que être puissant, c'est en effet tenir compte du fait qu'il y a des gens, des personnes qui réfléchissent et qui se soulèvent.
Un, deux. Moi, je ne sais pas si ça complète ce que vient de dire la dame, mais j'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup posé la question du rapport en fait de la puissance des individus, des citoyens ou je ne sais pas quoi, par rapport en fait à des espèces de structures supra-citoyennes qui peuvent être l'État, qui peuvent être la mondialité ou la mondialisation ou je ne sais quoi. Mais est-ce que vous trouvez pas, enfin, vous pourriez pas imaginer que finalement on se sent globalement assez puissant. On n'a pas besoin en fait ni de l'État ni des structures supranationales. Enfin, aujourd'hui, en tant qu'individu, par exemple, on est en 2021. Je sais pas, j'écoute de la musique, je vais faire des barbecues, je suis heureux, je baise ou tout ce que vous voulez. Ça fait de moi en fait un homme puissant. Et j'ai pas besoin de tout ce que vous racontez en fait sur la mise en commun en fait de la puissance ou je ne sais quoi pour pouvoir me sentir puissant. Non, mais et je pense que c'est ça aussi qui crée aussi une désaffection en fait entre une partie de la population et vos discours. Comment, non, mais et vos discours. C'est-à-dire que je les entends, je les comprends, mais aujourd'hui, on est beaucoup de gens, peut-être de ma génération, mais je pense de toutes les générations. Enfin, je veux dire, on participe à énormément de choses dans notre société qui font de nous en fait des gens puissants. Ou des groupes puissants, ou des groupes sociaux puissants. Et c'est pas forcément participer à une grève. Je me souviens, j'arrive plus à me souvenir si c'est dans l'Assommoir ou dans Germinal, où Étienne Lantier, il rencontre un député ou un mec qui voulait devenir député, et le mec lui dit mais vous savez, la France va vous aider dans votre... C'est un type de gauche, il dit la France va vous aider dans votre combat, dans vos grèves, etc. Et Étienne Lantier lui répond mais j'ai pas besoin de vous, en fait. Genre, je vais me débrouiller tout seul. Et au-delà de la question même de la grève qu'il est en train de mener dans son usine, etc., même à titre individuel, enfin, les gens font. En fait, n'oubliez pas, en fait, je pense qu'il ne faut pas oublier que les gens font des barbecues. Et que tout à l'heure, on parlait des Gilets jaunes. La première chose des Gilets jaunes, c'est qu'ils ont fait des barbecues. Et que c'est ça, pas tout seul, ensemble. Oui, mais ensemble. Mais ils n'ont pas besoin. En fait, l'adresse à l'État, elle est secondaire. La première chose, c'est le barbecue. Alors, bon, bah, je sais pas, qui répond? Il y a plein de questions. La question de l'incarnation est intéressante. Oui, mais ce qui distingue un barbecue d'un barbecue gilet jaune, c'est que le barbecue gilet jaune s'adresse à l'État. Et par conséquent, bon, ce que tu as dit est juste, enfin c'est juste, je suis d'accord, mais sauf qu'on pourrait penser à certaines de tes formulations qu'au fond, c'est une question au fond individuelle et totalement la question de la puissance, de l'expérience de la puissance, cette fois-ci, est totalement désindexée du rapport aux institutions, à la situation sociale et au marché. Alors là, bon, c'est une position qui est défendable, mais c'est la position de Thatcher. Il n'y a pas de société, il n'y a que des individus. Donc, d'accord, mais hein, si le barbecue, tu peux être tout seul, mais c'est moins joyeux, quoi, parce que la puissance, c'est de la joie. Hein. Enfin, l'expérience de la puissance, c'est de la joie. Là, je te retrouve parfaitement. Comment? Non, mais l'État ici n'intervient qu'en tant qu'il est un obstacle à ta puissance. Quand les gilets jaunes se réunissent pour faire un barbecue, enfin pour faire sur les ronds-points, ils l'ont d'abord fait parce que ça partait d'une affaire liée à la hausse de l'essence. Il n'était plus possible pour un certain nombre d'entre eux de se déplacer, alors qu'on avait tout constitué de manière à ce qu'ils ne puissent plus trouver dans leur village, dans leur ville périurbaine, un café, des endroits où faire des courses, etc. Donc, autrement dit, ils sont dans la nécessité. Au fond, alors là, pour le coup, on a un très bon exemple de l'impuissance radicale, c'est-à-dire d'injonctions contradictoires. Tu es obligé de faire 20 bornes pour faire tes courses ou aller te cultiver, te divertir, mais tu ne peux pas le faire. Par conséquent, ils ont fait, alors là, de manière effectivement indépendante de l'État, mais en adresse quand même, en opposition à cet État, ils ont fait dans le coin dans le rond-point ou sur le rond-point, et c'est aussi ça la figure de l'incarnation, je trouve, de la puissance, ce qui n'était plus possible de faire, mais à cause tout de même de politiques publiques, ou plutôt d'ailleurs anti-publiques, qui ont été menées pendant, ou architecturales ici même, urbanistiques, je veux dire, pendant des dizaines d'années. Alors après, l'incarnation, c'est un énorme problème parce qu'effectivement, bon, bah alors là, la France, et ça renvoyait, ce que je suggérais rapidement, je ne vais pas être trop long, mais c'est que le problème de la puissance de la France, enfin, c'est qu'elle a des institutions présidentialistes qui sont, bon, bah, tout le monde le dit, hein, de type plus ou moins monarchiste, autrement dit, qui présupposent, ou en tout cas qui valorisent l'idée que le pouvoir ou la puissance, cette fois-ci ne faisons plus de distinction, réside dans un corps. Hein. Le
corps du roi et sa version un peu sécularisée aujourd'hui. Bon. Alors, ce qui est non seulement démocratiquement très discutable, mais ce qui est factuellement faux. Enfin, je veux dire, plus personne ne pense que le président de la République française a un pouvoir, du fait de contraintes européennes, et puis aussi du fait d'ailleurs quand même de la perte relative de puissance de la France et troisièmement de la soumission aux lois du capital, mais qui évidemment crée une espèce de, surtout avec le quinquennat, qui crée une espèce de malentendu immédiat, de quiproquo total entre les espérances que certains peuvent porter dans l'élection d'un tel, l'incarnation d'un tel, et puis quelques mois, quelques semaines après, son impopularité, qui est systématique maintenant depuis Sarkozy, depuis qu'on est passé au quinquennat. Et de ce point de vue-là, je crois que là aussi, l'incarnation de la puissance est une incarnation à plusieurs corps, du barbecue à la manifestation et éventuellement aux assemblées, enfin pas éventuellement aux assemblées nationales, ça n'est pas une incarnation solitaire. De toute façon, la solitude, c'est la figure pour moi la plus, enfin l'isolement en tout cas, c'est la figure la plus grande de l'impuissance. Et même quand on a un pouvoir total, un pouvoir absolu, ou qu'on a un pouvoir en tout cas énorme, considérable, comme celui du président de la République, sur le papier, je veux dire, eh bien, cela ne garantit pas, du fait même de la solitude dans laquelle cette position nous inscrit, enfin inscrit celui qui la détient, je veux dire, ça ne garantit pas une grande puissance. Rapidement, sur la question des gilets jaunes et de la source d'inspiration, etc., comme sur celle de l'universaliste. Je vais dire d'où je parle déjà. Moi, j'ai été biberonnée par le tiers-mondisme marxisme, donc l'universalisme n'a jamais été quelque chose que j'ai glorifié. Mais je préfère dire d'où je parle. Voilà, c'est le premier point. Ensuite, au Parlement européen, la question des gilets jaunes, et qu'on soit de droite ou de gauche, ou même the left, extrême, c'est pas la question. C'est pas une source d'inspiration, c'est une source de comment on fait pour que ça se produise pas. Voilà. Quand on parle de taxation environnementale, le premier point qu'on dit, c'est comment on fait pour qu'on mette pas les gens dans la merde, excusez-moi de le dire, mais c'est vraiment ça l'expression consacrée, comme ça s'est passé en France. Et l'autre exemple, qui est montré à contrario, tout de suite, qui est cité, ça va être quoi? Ça va être la Suède. Suède, taxe carbone, 10 ans de négociation. Partenaires sociaux autour de la table. On a pris du temps, on a fait de la démocratie, etc., etc. Je dis ça juste parce que des fois, on n'a pas forcément totalement besoin d'une révolution totale. C'est pas du tout pour aller contre vous, en fait. C'est juste, on discute. On n'a pas forcément besoin d'avoir un grand Big Bang démocratique. Des fois, on arriverait juste, déjà au niveau français, à un Parlement relativement fort, à un respect des corps intermédiaires, à fait de travailler avec les corps intermédiaires, avec les syndicats. Ce serait déjà, en fait, franchement, une petite révolution pour nous. Mais quand on parle aussi de la France, on ne parle pas que de la Révolution française, on ne parle pas que des Lumières, on ne parle pas que des Gilets jaunes, on parle aussi d'un truc qui est doux, et tu as parlé de douceur, donc je vais aller là-dessus, qui est le savoir-vivre. En fait, à chaque fois qu'on parle et qu'on a des clichés les uns sur les autres, et Dieu sait qu'on en a, c'est la question de la douceur de vivre, du territoire, etc., etc. Et donc, dans la notion de puissance et de rayonnement, il n'y a pas que les révolutions, il n'y a pas que ce qui est dur, il n'y a pas forcément les mouvements de révolte. Il y a aussi tout cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger. Moi, je pense que la douceur est en fait fondamentalement une force et une puissance. Enfin, voilà, c'est une banalité affligeante, mais je voulais juste le rappeler sur la question de l'incarnation et sur la question de la dite société civile, du moins la société civile organisée. Nous, au Parlement européen, pareil, j'ai parlé de là où je suis. À chaque fois qu'on a une société civile organisée forte, à chaque fois qu'on a des mouvements sociaux forts qui nous poussent, c'est le moment où on arrive à gagner des batailles au Parlement européen. Et c'est le moment où on arrive, nous, à gagner des batailles après côté Commission et côté Conseil. Parce que c'est le Conseil, c'est les États membres qui bloquent tout le temps au niveau européen, il faut le savoir. Ce n'est pas tant la Commission, c'est les États membres qui bloquent à chaque fois qu'il y a des processus de progrès possibles. Par contre, quand ça pousse, notamment par exemple quand il y a des scandales fiscaux, etc., on a tout de suite une droite qui est plus si à l'aise que ça pour être à droite, parce qu'il y a un côté, on voit les conséquences terribles du fait qu'il y a de l'argent qui est caché absolument partout en Europe, etc., etc. Et là, effectivement, tout de suite, les lignes, hop, ils se mettent immédiatement à bouger. Donc pour nous, le fait que derrière, il y ait justement une puissance
une puissance des médias, de la mobilisation, etc., ça nous aide énormément. Et quand on est aligné, c'est là où justement on arrive à gagner les combats qui moins m'intéressent, qui sont des combats progressistes. Et sur la question de l'incarnation, certes, on a un sujet incarnation, et d'autant plus en France qu'on est sous la 5e, où il faut que la candidate ou le candidat à la présidentielle ait tout. Qu'il sache faire des discours, qu'il ait de la répartie, ou qu'elle, etc. etc. Mais on a cette question de l'incarnation est aussi problématique dans le sens où elle nous pose à dire des trucs qui, sincèrement, ne sont pas faisables. Quand on regarde les derniers slogans politiques des présidentielles, c'était quoi? Le changement, c'est maintenant. C'est ça, hein. Il y avait le changement, c'est maintenant, c'était qui? C'était Hollande. Sarkozy, c'était quoi? C'était un truc dans le même genre, à partir de maintenant, tout va changer, etc. Mais à chaque fois, on arrive sur des trucs qui ne veulent strictement rien dire et qui promettent en fait, comme ça, qu'il y a quelqu'un qui va arriver au pouvoir, bam, le changement, ça va être maintenant, il va tout changer. Quand on connaît l'état des institutions, la nécessité, et même quand on a de la volonté politique et qu'on se tient à son programme, tout ça, ça prend du temps, etc. Et que des fois, on a des rapports de force qui sont compliqués, par exemple au niveau européen ou ce genre de choses, on ne peut pas aussi partir avec ce type de slogan qui, forcément, ne peuvent créer qu'une seule chose, c'est de la déception. Enfin, tu le sais déjà, quand tu as un slogan de ce type-là, c'est foutu d'avance. Et on a un sujet, je trouve, au niveau français, c'est que il y a un espèce de gap, un fossé énorme entre les promesses qui sont faites et qui ne sont, mais pour le coup, parfois absolument pas tenues, et le fait que par contre, il y en a d'autres qui sont tenues et qu'on ne valorise pas forcément. Bref, la question de l'incarnation en France est particulièrement problématique, à mon avis, à ce niveau-là, et effectivement, tant qu'on sera sous la 5e, et je ne sais pas si je suis totalement pour une 6e sous la façon dont elle est présentée, mais tant qu'on sera comme ça, on pourra, à mon avis, que créer de la déception, parce que ça donne quelque chose de profondément caricatural, où on ne parle pas à l'intelligence, mais on fait de la com qui parle au pseudo-sentiment. Oui, moi j'entends ce que dit Pablo. Cette idée, au fond, on peut, sans avoir besoin ni de l'État ni de qui que ce soit, je peux, il suffit que je veuille, et à partir de là, je m'engage et je n'ai besoin de personne d'autre. Ça, c'est vrai. C'est vrai, mais j'allais presque dire, c'est au fond derrière cette affirmation, il y a une conception de la société. Il y a une conception de la société qui repose sur, d'un côté, ce qu'on appelle l'individualisme, c'est-à-dire l'individu de l'individualisme, c'est l'individu qui décide totalement de son destin et qui agit, j'allais presque dire, indépendamment des autres, éventuellement contre les autres, dans la concurrence avec tous les autres. C'est l'individu isolé en concurrence avec tous les autres. Moi, je pense que c'est une conception de l'individu qui traverse profondément nos sociétés, marquées par ce qu'on appelle l'individualisme. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé de s'en tenir à cette conception-là. On n'est pas obligé de s'en tenir dans cette question-là. Non pas parce que c'est faux. On peut réellement beaucoup de choses. On a les capacités de faire, j'allais dire, même dans des conditions de difficulté extrêmes. Même si on est très pauvre, on peut vivre dignement et être soi-même. On peut très bien, même dans une dictature, on peut préserver ces espaces de liberté et l'affirmation de sa liberté. Et heureusement, parce que c'est ça qui permet de faire sauter les dictatures. On peut véritablement. Mais en même temps, moi je suis pour que, j'allais presque dire, du bas en haut, que ce soit à l'échelle des individus ou à l'échelle des sociétés, des États, on ait d'une certaine manière la même conception. C'est oui, je peux et je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir de faire dès l'instant où je considère que ce que je veux est quelque chose qui va dans le bon sens. Oui, je peux et je dois créer les conditions pour faire ce que je veux. D'accord.
Mais il y a une autre affirmation en même temps qu'on doit cultiver. Et ça renvoie à ce qu'on disait au départ, qui est avoir la puissance et l'impuissance, la force et la fragilité. Oui, je peux, mais en même temps, je dois être conscient que si je peux beaucoup, je ne peux pas tout absolument. Et d'une certaine manière, ce qui est vrai à l'échelle des individus est vrai à l'échelle des sociétés. Par exemple, il n'y avait aucune fatalité à ce que la France, en 1982-83, choisisse le dogme européen de la réduction des déficits publics et ce qui va conduire à l'affirmation de l'ultralibéralisme. La France avait la possibilité de dire non. Elle a décidé de ne pas dire non. Elle a fait ce qu'elle voulait, ce qu'on a voulu en haut. Elle a fait ce qu'elle voulait. On en voit les conséquences. Donc, l'affirmation de la puissance « je peux » doit toujours être liée à l'affirmation de la fragilité ou de la faiblesse. Je peux, mais à condition, à un moment donné, aussi que je me tourne vers les autres pour réaliser ce que je veux. Et ce que je peux, ça suppose à un moment donné à la fois l'affirmation de soi, l'autonomie, et le souci à un moment donné du partage et de la mise en commun, c'est-à-dire ce qui ne peut se faire qu'avec le concours des autres. On n'est jamais autant un individu libre que si on est en même temps un individu pleinement solidaire de tous les autres. Et moi, je pense que ça, c'est une conception qui devrait, j'allais dire, être promue et qui devrait l'emporter à toutes les échelles d'organisation de la vie humaine, de l'individu jusqu'à l'humanité tout entière, jusqu'à la règle planétaire. Et donc, certes, il y a des gens qui disent je veux et ça me suffit, mais il faut, de ce point de vue, débattre. Oui, c'est une conception. C'est une conception qui a sa rationalité, mais qui a aussi son prix. La question, à un moment donné, on peut penser que les inégalités, la concurrence et les inégalités, au bout d'un moment, ça produit du ruissellement, c'est-à-dire ça va porter la société vers le haut. Mais on peut aussi penser que l'illégale distribution des avoirs, des savoirs et des pouvoirs qui est au cœur du fonctionnement des sociétés ne produit pas que du ruissellement, mais produit à un moment donné de l'accumulation de mal-vivre, de ressentiment, et à partir de là, crée des plages qui deviennent petit à petit ingérables, d'insatisfaction, de désarroi, de désillusion, et à partir d'un moment de violence et de ressentiment, en sachant à quoi ça conduit. Donc effectivement, on peut très bien se dire, on peut vivre avec « je suis tout seul ». Voilà, c'est une conception, j'allais dire, de la société, et je tends à penser d'ailleurs que plutôt que de raisonner toujours en termes de rapport des forces abstraits, on se pose la question de savoir est-ce que sur ces questions-là, et je pense à la gauche en particulier, on mène véritablement ce qu'on peut appeler un débat d'idées ou un débat de projet sur ce qu'on appelle la force du collectif, la force des individus, sur ce qu'on appelle l'individu, sur ce qu'on appelle le collectif. Voilà. Moi, je pense que tout ça devrait être au cœur du débat, et je trouve qu'avec les solutions de la protection de la clôture et du rêve de la puissance, qui est une puissance perdue, en réalité, on a l'impression qu'on avance vers des solutions acceptables par la société et réalisables à l'échelle internationale. Et moi, j'ai tendance à penser, au contraire, que l'on s'enfonce un peu plus dans la spirale des difficultés et de la crise. Et il faut faire attention à une chose. Hein. Moi, j'ai il y a quelques années, un historien qui s'appelait anglo-saxon, qui s'appelait Christopher Clark, avait écrit un livre sur le déclenchement de la Première Guerre mondiale qu'il appelait Les Somnambules, dans lequel il disait, oui, certes, il y a, j'allais dire, des tendances lourdes qui expliquent le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a cette accumulation des inconsciences, des erreurs, de ceux qui ne veulent pas voir ce qui devient à un moment donné inéluctable. Et de fil en aiguille, alors qu'en apparence tout le monde ne veut pas nécessairement de la guerre, on débouche sur un conflit généralisé. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'accumulation des aveuglements, je ne dirais pas des lâchetés, ou en tout cas le refus de s'engager, de combattre ce qui apparaît
comme des fatalités, peut à un moment donné l'emporter. Et parmi celles-là, je pense que le vertige de la puissance, j'allais dire la glorification du rapport des forces, c'est ce qui peut arriver de pire dans le monde dans lequel nous vivons. Voilà. Donc, la France doit-elle être une puissance? Elle l'est, mais encore une fois, à la limite, si elle ne sait pas quoi en faire, il vaut peut-être mieux qu'elle ne soit pas une puissance, parce que ceux qui ont la puissance et qui en font n'importe quoi, oui. Merci. Il nous reste 10 minutes. J'ai vu qu'il y avait une question là-bas, une là-bas et une là. Et ce sera les 3 dernières questions, s'il n'y a pas d'autres questions. Merci, mais ce n'est pas une question. C'était que je trouvais très intéressant que le débat nous ait fait lier l'individu, la France et la puissance. Parce qu'en fait, je crois que dans cette jonction des 3 termes se trouve une question nodale. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que dit Pablo sur les individus qui sont puissants, moi je crois que ce n'est pas simplement une question d'éthique et de morale. Je crois qu'il n'y a pas d'humanité sans culture, sans représentation du collectif et de l'avenir, et donc de la politique. Depuis l'homme de Néandertal et de Lascaux, les hommes utilisent la représentation et l'art pour se représenter eux-mêmes et se représenter dans une altérité, dans un au-delà de soi-même. Et donc je ne crois absolument pas qu'il y ait des gilets jaunes, que toi dans ton barbecue, tu sois un homme puissant. Tu es quelqu'un qui a de la puissance de faire, mais la question que chacun d'entre nous se pose, c'est nous sommes devenus des individus avec une puissance d'agir, une puissance de faire, et nous nous posons la question de quoi faire de cette puissance, de comment la mobiliser. Et que dans le débat sur la France doit-elle être une puissance, au fond, c'est la même question qui se pose. C'est-à-dire que notre pays est une puissance et qu'est-ce qu'il peut faire de cette puissance. Et que dans ce débat-là, je crois que se nouent aussi nos frustrations. C'est-à-dire que notre société ne va pas bien de cette capacité que nous ressentons les uns et les autres de notre puissance d'agir et de notre difficulté à interférer sur notre destin collectif, la représentation du monde et notre définition du monde. Et c'est-à-dire qu'en fait, je crois que personne ne veut se satisfaire de faire un barbecue dans son jardin. Je pense que tout le monde veut être plus que soi et un au-delà de soi. Et que non, mais c'est très intéressant parce qu'il se trouve que ce que tu as dit, c'est exactement la conclusion du débat tout à l'heure qu'on a eu sur la stratégie 2022, où il y a une femme qui a dit dans les quartiers, mais c'est exactement ce qu'elle a dit. Elle a dit dans les quartiers populaires, les gens, ils se démerdent, ils n'ont pas besoin de vous et de la politique. Et moi, je pense que c'est absolument faux. C'est-à-dire que je crois que les gens dans les quartiers populaires se démerdent et sont extrêmement en souffrance que la politique n'en ait rien à faire de ce qu'ils font, de leur puissance d'agir et de leur incapacité d'invention et de ce qu'ils finalement, dans leur quotidien, ils proposent comme réponse au monde. Et que non, mais voilà, c'est juste ça ce que je veux dire, c'est qu'en fait, cette question de la puissance et de qu'est-ce que nous faisons de notre puissance individuelle et que de l'enjeu que représente la définition de notre puissance individuelle et du projet collectif pour la France, qui est l'incarnation de notre collectif, un des plus larges que nous ayons en tête, je crois que c'est ça qui est au nœud, au cœur des tensions et des crises politiques et de la désaffection et de la désaffiliation. Moi, j'ai beaucoup aimé la première intervention de Michael Fossel dans laquelle il dit ça, en fait. Moi, je l'ai compris comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un écart entre la puissance ou l'impuissance institutionnelle et la puissance des individus qui n'arrivent pas à se raccorder. Et que c'est dans cet écart-là que se joue la crise du politique. Là, il va y avoir un plan de relance extrêmement fort. Il va y avoir on peut voir en France beaucoup de puissance, d'entreprises. Et même là, il y a de l'argent qui va être envoyé, qui va être fléché vers des investissements qui ne servira pas forcément la puissance commune. Et la question que je voudrais vous poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour que aujourd'hui les gens qui ont tout ce pouvoir qui est en France, comment est-ce qu'on fait pour c'est une question peut-être un peu bête, hein, mais comment est-ce qu'on fait pour le mettre au service du collectif? Et comment est-ce que là, quand l'État qui doit nous représenter va tellement se déployer, comment est-ce qu'on arrive à recréer quelque chose pour que ça soit collectif et au service du plus grand nombre?
Bonjour, merci pour vos interventions. Ma question, elle porte sur un outil de mesure. Enfin, est-ce que vous pensez que le droit extraterritorial peut être un outil de mesure de cette puissance-là? Et là, je pense notamment aux lois extraterritoriales américaines contre la corruption, sur les transactions financières, etc. Finalement, quand il y a des grosses affaires, elles se jouent dans les tribunaux américains, et même si ça peut concerner des entreprises françaises ou européennes. La seule loi extraterritoriale ou qui peut s'y assimiler à ma connaissance, c'est le RGPD pour nous. Et donc finalement, si c'est un outil de mesure, c'est que finalement la France n'est pas une puissance parce que ces tribunaux n'ont aucun impact sur ces grands enjeux économiques-là. Voilà, merci. 1, 2, 3, c'est parti. Un mot de conclusion chacun, alors du coup, Aurore. Alors, du coup, juste j'allais parler de la question du droit en général. Et le fait qu'il y ait un sentiment d'impuissance côté population, ça fait qu'il y a de plus en plus de recours, d'ailleurs, contre l'État en permanence. Et donc ça, c'est significatif. Ça veut dire que quelque part, les citoyens, les citoyennes estiment que l'État ne fait pas le job, fait pas le taf, et donc il y a des attaques en justice. Sur la question de l'extraterritorialité, moi, ça ne me pose pas de problème, en fait. Je vais vous dire ce qui me pose un problème, c'est que la France ne le fait pas, alors qu'in fine, elle pourrait le faire. Crise de 2008, franchement, il y a de la criminalité en col blanc à tous les étages dans cette crise financière. On a vendu des produits pourris qui étaient faits pour ne pas être remboursés. Je ne vous dis même pas le nom des prêts qui étaient créés aux États-Unis. Il y avait des prêts qui étaient dits neutrons. Les prêts neutrons, c'est quoi? Ça détruit les gens à l'intérieur, mais ça ne détruit pas les murs. Voilà, on était à un niveau de cynisme absolument incroyable. C'était des prêts qui étaient faits pour ne pas être remboursés. Les mecs savaient ce qu'ils faisaient. Ils truquaient tous les jours, c'était leur taf. Voilà, tous les jours, ils faisaient des faux prêts qui allaient mettre en difficulté des gens. Ils les tétrisaient après, ils les vendaient sur le marché international. Moi, quand je travaillais avec les régulateurs américains à cette époque, ils me disaient, mais excusez-moi, en fait, pourquoi la France, elle ne nous attaque pas en justice? Qu'est-ce qui se passe? Vous foutez quoi, les gars? Parce que nous, on a des problèmes avec vos banques. Et c'est vrai qu'on a je ne sais pas combien de banques françaises qui sont prises dans le non-respect d'embargo, blanchiment d'argent, etc., etc. Mais eux, sincèrement, ça leur faisait bugger le cerveau en disant mais attaquez-nous, quoi, attaquez-nous. Et nous-mêmes, ça nous aiderait en plus. Donc il y a aussi le fait que la France, des fois, a la possibilité de faire ce genre de choses et qu'elle ne le fait pas. Moi, la façon dont les États-Unis aujourd'hui utilisent leur droit extraterritorial quand c'est sur des questions de finances, de blanchiment d'argent, mais aussi sur Nord Stream, ça me pose aucun problème. Voilà, ça c'est. Mais ça montre effectivement le fait que la France se met dans une posture, je ne sais pas pourquoi, d'impuissance, et qu'elle attaque les banques américaines, quoi. Elle avait largement de quoi le faire. Donc là, on est toujours dans cette mise en scène d'impuissance qui, en fait, le fait que souvent on protège des intérêts bien gardés parce qu'on se dit que si on n'attaque pas certaines banques, ils ne vont pas non plus regarder ce qui se passe à la BNP Paribas ou à la Société Générale et à la Deutsche Bank, qui est encore plus exotique en termes de produits financiers. Et je finirai juste sur ce que tu as dit à un moment. La France s'est fait imposer les règles budgétaires européennes. La France s'est fait imposer le consensus. Non, la France, elle ne se fait rien imposer, en fait. Je suis désolée, mais c'est vraiment un pays qui est fort. Elle a participé sciemment à la création du consensus de Washington. Elle a participé sciemment aux règles budgétaires. C'est même elle qui a inventé le fameux chiffre de 60 et 90%. Donc là, il y a quand même un sujet. Il y a un narratif qui est que la France se fait imposer des choses par la méchante Europe, etc. Non, 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 non. Non, sincèrement, non. Et de toute façon, on sait très bien qu'Emmanuel Macron mènerait exactement le même type de politique avec ou sans Europe. Et même chose côté consensus de Washington. La France a fait de la déréglementation financière avec un zèle absolument incroyable dans les années 80, il faut quand même s'en rappeler. On a une responsabilité majeure là-dedans. Donc effectivement, on peut conclure pour dire la France est une puissance. Maintenant, est-ce qu'à un moment, elle décide de mettre cette puissance au service de la transition écologique et sociale, au service des droits humains, notamment dans les accords internationaux? Est-ce qu'elle décide de faire bouger les lignes dans le bon sens, qui est, c'est vrai, un sens qui parfois, pas toujours, parce que notre histoire, elle est aussi très très sale par moments, peut être progressiste. Voilà. Alors, attends, il faut qu'on change de micro.
Oui, là, c'est des aspects plutôt économiques qui ont été mis en avant, donc j'ai pas de compétences. Sinon, pour dire que il y a, et depuis au moins une vingtaine d'années, disons depuis ce qu'on appelle maintenant à tort ou à raison le triomphe du néolibéralisme, que compte tenu de son caractère autoritaire, moi je requalifierais maintenant de post-libéralisme, hein, parce que je vois pas très bien en quoi le néolibéralisme est libéral. Moi, je suis pas libéral, mais enfin le libéral, c'est quand même l'état de droit, c'est quand même la séparation des pouvoirs, et c'est les droits de l'individu, c'est pas l'état d'urgence et les manifestations d'extrême droite et de syndicats policiers à 100 mètres de l'Assemblée nationale. Bon. Donc, depuis une vingtaine d'années, il y a une pédagogie de l'impuissance. Ça, c'est certain. Et au titre, c'est-à-dire un ensemble de discours idéologiques consistant à dire qu'il n'y a pas d'alternative, que ce n'est pas possible. Et au cœur de cette pédagogie de l'impuissance, il y a la question de la dette. C'est-à-dire, et d'ailleurs le mot dette dit bien, on ne cesse de le dire, la fragilité de l'État, le fait que ça va porter sur les générations, enfin la dette publique ici, sur les générations futures. Donc au fond, l'idée, parce que dans puissance on entend possible, au fond ici rien d'autre n'est possible que ce que nous faisons, c'est-à-dire une politique gestionnaire, une politique d'austérité. Bon. Alors ce qui s'est produit, puisque vous avez posé une question sur le plan de relance, ce qui s'est produit de manière tout à fait spectaculaire, c'était déjà le cas en 2007, 2008, ça allait peut-être davantage encore au moment de ça allait davantage au moment de la crise pandémique, parce que c'était l'Allemagne elle-même a procédé à un plan de relance, au demeurant d'ailleurs plus important que la France. C'est que cette pédagogie de l'impuissance en a pris un coup. Parce qu'au fond, là, bon, je dis les choses là, très simplement, si l'État veut, il peut. Bon. Et il peut y compris faire ce qui était considéré comme étant parfaitement impossible, impossible voulant dire, au fond, contradictoire avec les lois de la libre concurrence ou de la concurrence libre et non faussée. Bon. Et donc, je pense que l'un des éléments peut-être positifs, j'espère qu'il sera exploité dans ce sens, hein, il faudra aller voir les autres candidats qui discutaient tout à l'heure pour voir si ce sera le cas, enfin les candidats, pardon, ou ceux qui prétendent en tout cas présenter un candidat à la présidentielle, c'est-à-dire de ne plus être dupe de cette, comment dire, de cette inscription dans les choses elles-mêmes de lois qui sont en fait des lois historiques et contingentes, qui sont des lois économiques, qui ne sont pas des lois d'ailleurs, bon, qui sont des préférences. Bon. Et de ce point de vue-là, le fait que l'État ait produit, et qu'il y ait même sur les eurobonds, enfin vous connaissez ça certainement beaucoup mieux que moi, mais qu'il y ait eu des reculs, y compris, encore une fois, de l'Allemagne. Hein, il faut voir moi j'étais en Allemagne pendant un certain temps récemment. Il faut voir ce que même Schäuble, hein, le ministre, enfin l'ancien ministre des Finances, qui a étranglé la Grèce, explique sur le fait que bon, finalement les 3% de dette, hein, quand même, parce qu'évidemment la différence c'est que cette fois-ci avec la pandémie, l'Allemagne elle-même a été touchée par la crise. Bon. Donc de ce point de vue-là, il faudra avoir la mémoire de cela. Il faudra, si on n'a pas, puisque la mémoire aujourd'hui c'est difficile à entretenir à l'ère des chaînes d'information continue, il faudra que ceux qui seront candidats à l'élection présidentielle le rappellent et rompre avec cette pédagogie de l'impuissance qui nous est imposée depuis toujours, enfin pas depuis toujours, depuis maintenant une trentaine d'années, mais ça fait presque toujours pour beaucoup d'entre vous, et qui s'avère non seulement rédhibitoire du point de vue d'un avenir de progrès, mais en plus qui s'avère illusoire. Et là, si vous voulez, c'est sur la table. Hein, les 100 milliards, ils sont sur la table et ils ont été créés pour l'essentiel par attrait de plume comme on crée de la monnaie, quoi. Oui, moi je pense que tout ce qui a été décidé en France, hein, en bien ou en mal, a toujours été décidé en France et n'a jamais été imposé par l'extérieur. Par exemple, la fameuse règle des 3% maximum de déficit a été inventée en France en 1982 dans les cabinets ministériels, je ne sais plus qui entourait à l'époque le ministère des Finances, dirigé en ce temps-là par Jacques Delors, toujours. La question est donc, à un moment donné, c'est décidé en France. Le problème, c'est décidé par qui et comment. C'est ça qui est la véritable question. Moi, je tends à penser que la France n'a jamais été aussi puissante par le dynamisme de sa population que quand cette population avait l'impression qu'elle participait souverainement à quelque chose décidé collectivement. Les grands moments, évidemment, d'influence de la France, c'est par exemple la France de la Révolution, bien entendu, c'est-à-dire la puissance, j'allais dire d'influence, l'influence de la France grandissant en même temps que grandissait l'exigence démocratique. Voilà. En tout cas, tout ce qui a été fait en France, encore une fois, en bien ou en mal, a été décidé ici. La question, donc,
n'est pas une question de puissance. On tourne sans arrêt autour du fait que finalement, plus qu'une question de puissance, c'est une question de démocratie au sens large du terme de démocratie. C'est à un moment donné qui a la possibilité de décider. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un rétrécissement à un moment donné, par exemple, de la confiance dans les institutions, ce désengagement à l'égard des consultations électorales tient avant tout au fait qu'il y a un sentiment croissant de dépossession démocratique. C'est-à-dire, à quoi bon voter si on a l'impression qu'au bout du compte, ça ne sert à rien, soit parce qu'on nous trompe, soit parce que finalement, on peut très bien, tout seul dans son coin, réussir ce qu'on ne peut pas faire à l'échelle sociale. Voilà. Et donc, encore une fois, la question de la puissance est seconde par rapport à la question de la démocratie. Et cela, c'est valable à toutes les échelles, encore une fois, de territoire. Moi, je tends à penser que l'idée, à un moment donné, qu'à l'échelle européenne, rien n'est possible, à l'échelle planétaire, rien n'est possible, et que donc, il faut se replier sur les valeurs sûres, c'est-à-dire le territoire national, c'est faux, c'est une illusion, et à un moment donné, ça sera source d'inefficacité. La question démocratique, la question de donner véritablement la capacité de faire, de décider, et pas seulement de décider, mais ensuite d'aller jusqu'au bout de ces actes. C'est-à-dire que quand la décision est prise, les citoyens sont mobilisés pour son application, sont mobilisés pour son évaluation, sont mobilisés à un moment donné pour sa refonte. Voilà, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Moi, je pense que sur ces questions-là, la gauche ne doit pas reculer d'un pouce. Elle a, sur ces questions-là, trop reculé dans les dernières années en acceptant ce qu'on appelait des contraintes, contraintes de l'économie, contraintes de la vie démocratique, contraintes des systèmes médiatiques, etc. Non, il n'y a pas de fatalité. Mais la réponse, c'est la politique. Je termine juste avec quelque chose dont on n'a pas trop parlé, mais qui a à voir avec cette idée et les gilets jaunes et qu'est-ce qu'on va faire dans le mouvement social actuel. Ce qui a fait la force, à un moment donné, de ce qu'on appelait le mouvement ouvrier, c'est la capacité à la fois de s'appuyer sur l'expérience concrète, de s'organiser, de penser à un moment donné à l'affirmation d'une force collective pour compenser éventuellement la fragilité et la faiblesse de chacun. Mais c'était aussi à un moment donné quelque chose qui ressort de l'espérance, de l'espoir. Et l'espoir, c'est l'espoir dans quoi? Dans une société dans laquelle l'inégale distribution des avoirs, des savoirs et des pouvoirs, qu'une société qui repose sur l'inégalité à la fois des ressources et des procédures démocratiques n'est pas une fatalité. Et qu'on peut à un moment donné penser une société qui n'est pas celle qui sépare les individus, mais qui les rapproche, qui ne les met pas en situation d'égalité, mais qui les met en situation d'égalité, qui ne discrimine pas, mais qui reconnaît l'égale dignité de chacun. Je pense à un moment donné que si on n'a pas ça comme point de repère, si on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose de ce type-là, il manque quelque chose à la combativité, à la lutte, à la pratique transformatrice. S'il n'y a pas cet horizon, ce récit au fond émancipateur, il y a quelque chose dans la politique qui reste en panne. Et moi, je tends à penser qu'en ce moment, ce dont nous manquons surtout, c'est, j'allais dire, de ce souffle émancipateur, de ce souffle d'espoir, sans lequel la politique reste un petit exercice technique qui intéresse les passionnés, les professionnels, mais qui n'intéresse pas les individus et les citoyens. Merci à tous les trois d'avoir esquissé ce souffle d'espoir dont tu viens de parler. Il n'y a pas de fatalité, c'est ce que tu viens de dire, Roger. Merci Mickaël, merci Aurore, merci Roger. Et merci à vous et merci aux équipes techniques aussi du Festival des idées d'avoir aidé à la construction de cette réflexion. Merci à vous.